Hasna, dans le même ordre d'idée, je sais qu'il est très recommandé d'utiliser le plus souvent le produit de contraste, souvent pour les patients peu écogènes. Quel est le pourcentage de ta pratique courante pour utiliser le produit de contraste pour évaluer les bordures du VG? Parce que pareil, hein, les gens sont complexés, ils vont dire qu'on fait tout bien et que… On n'en a pas au Maroc, on n'en dispose pas au Maroc de produits de contraste. Moi, j'ai un peu dit quelles étaient les alternatives. On ne dispose pas de produits de contraste pour le FEVG. Donc, l'alternative chez nous, c'est de faire l'IRM cardiaque, éventuellement chez des patients qui ne sont pas écogènes, qui sont obèses, qui ont des antécédents de chirurgie ou de radiothérapie qui nous empêchent de bien voir. On peut faire éventuellement l'IRM pour les suivre, sauf que c'est très coûteux et pas disponible. Mais voilà, en fait, c'est les problèmes de la vraie vie avec ces patients, hein. C'est ce qu'on vit tous les jours. Et c'est vrai que ce n'est pas évident chez tout le monde, mais il faut préciser sur le compte-rendu, quand on donne un chiffre, que les difficultés qu'on a eues à recueillir ces valeurs. Et il faut aussi savoir connaître ses limites et savoir que, après, pour le suivi, si on n'a pas un chiffre, si on n'a pas une fraction d'éjection qui est faite de la bonne façon, ça sera difficile par la suite de faire le comparatif et de voir comment ça évolue. Alors justement, dans notre pratique, pour te dire, pourtant c'est un pays riche, hein, ça ne dépasse pas les 5 à 10% des patients. Pourtant, les recommandations du produit de contraste, on nous dit qu'il faut arriver à l'utiliser de façon généreuse jusqu'à 20-25% de patients qui sont considérés peu ou pas très écogènes. Et c'est pour te dire, on a les moyens, c'est gratuit et quand même, on ne le fait pas tout le temps par manque de temps, je dirais pas. Oui, pour économiser le temps. Absolument. Alors justement, pour les patients qui n'ont pas d'éco-GST correct, tu ne penses pas que l'onde S dont tu as parlé, qui est un marqueur, ce qu'on appelle un surrogate marker, c'est-à-dire un marqueur indirect de fonction longitudinale, quand c'est inférieur à 5 ou ça commence à baisser, est-ce que tu peux conseiller les gens d'utiliser cette onde S à l'anneau mitral pour surveiller quand la fraction d'éjection n'est pas suffisante et qu'ils n'ont pas le GLS dans leur machine? Je pense qu'après, ça doit être pris en compte avec d'autres paramètres. En fait, l'onde S toute seule, lorsqu'elle s'abaisse de façon significative, oui, mais je pense qu'il faudra à ce moment-là utiliser plusieurs paramètres, peut-être chercher d'autres paramètres de la fonction diastolique, le rapport E sur E'. Peut-être, on rajoute le stroke volume, comme ça Oui, exactement, le stroke volume. Éventuellement, à ce moment-là, la fraction d'éjection par T-shot, mais la fraction de raccourcissement aussi, c'est des paramètres qui sont anciens, mais qui ont été démontrés, qui sont démontrés dans la surveillance des patients sous chimiothérapie. Et donc, peut-être à ce moment-là, il ne faut pas se fier à un seul paramètre, mais plutôt faire une approche multiparamétrique afin d'éviter justement de donner des conclusions un peu trop hâtives parce que c'est des décisions qui sont très difficiles chez ces patients par rapport à leur traitement oncologique. Tu as bien compris ma question, c'est que j'essaye de faciliter la vie à ceux qui nous écoutent pour essayer de ne pas… à ce moment-là, je pense qu'il y a pas je pense que le DTI ne va pas suffire tout seul parce que les études n'ont pas montré vraiment son intérêt dans la détection de cardiotoxicité. C'est vrai qu'il s'altère précocement, mais on n'a pas assez de recul pour ça. On n'a pas assez de recul et ça ne fait pas partie des recommandations, ça ne fait pas partie de la définition de la cardiotoxicité. Donc, l'utiliser en tant que paramètre seul alors qu'il ne figure pas dans les recommandations, ça me paraît un peu compliqué. Mais ceci dit, chez des patients chez qui on voit ces modifications, je pense que c'est des patients à surveiller comme le lait sur le feu et peut-être programmer des examens très, très, très rapprochés. Notamment quand ça commence à devenir inférieur à 5 cm. Oui, à ce moment-là, il y a aussi les paramètres de fonction ventricule droite qui ont été proposés aussi, le strain du ventricule droit ou également paramètres de fonction de ventricule droit qui peuvent aussi nous aider. Il y a des travaux récents qui montrent que parallèlement à la baisse des paramètres du ventricule gauche, on a aussi des modifications sur le ventricule droit. Donc, c'est des choses je pense, à plus vulnérable prendre en considération. Oui, ça peut être pris en considération. Oui, Docteur Mouhty. Oui, bonjour, Monsieur Hassan. J'ai une question pour Docteur Belghiti. Est-ce que tout cardiologue
peut faire une bonne échographie? C'est-à-dire, est-ce que la qualité, enfin l'assurance qualité peut se placer quelque part dans l'échocardiographie? Parce que moi, quand je vois les échographies faites par des cardiologues, il y a une grande différence. On dirait qu'il y a une cardiologie à deux vitesses. Il y a des cardiologues qui sont très performants, à jour de leur échographie, de leur qualité de travail, de leur prescription, et puis il y a d'autres qui le sont un peu moins. Donc, l'assurance qualité, dans ce contexte, où est-ce que se place? Bah, c'était l'objectif de cette présentation, c'est-à-dire que la qualité veut qu'on obéisse aux impératifs de l'échocardiographie, hein. Il y a un règlement, il y a une règle à suivre au cours de l'examen. Il y a des paramètres très clairs, très précis qu'il faut, comme je l'ai dit, répéter pour éviter les erreurs. Il faut également évaluer la pression artérielle avant l'examen. Il ne faut pas hésiter à refaire les examens après pour s'assurer des modifications qu'on a constatées. Donc non, il ne faut pas, c'est pas un examen c'est un examen qui est facile, que tout cardiologue peut faire, mais qui demande beaucoup de rigueur. Alors, permettez-moi de contredire Hasna quand même. Ce n'est pas un examen facile que tout le monde peut faire. Je vais dire à professeur Hassan, est-ce que tu confierais ta coronarographie pour tous les cardiologues ou tu le confierais à un expert en coronarographie? Est-ce que tu te mettrais un pacemaker par n'importe qui ou par un électrophysiologiste ou un rythmologue? Ben, c'est la même chose. Alors, l'échographie, c'est un métier, c'est un fellowship, c'est une formation. Alors, je sais que tous les cardiologues doivent dans leur cursus et les fellows faire de l'échographie, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des échographistes de level 3, du niveau 3. Donc, voilà ma réponse par rapport à… Non, mais bon, par exemple, le strain, il y a une courbe d'apprentissage qui est rapide par rapport au strain et une très bonne reproductibilité. Donc, mais je pense qu'il faut plutôt de la rigueur et le matériel aussi adéquat pour ça. C'est-à-dire, il faut avoir le bon appareil, le bon logiciel et il faut donner du temps aux patients. C'est-à-dire, ce n'est pas un examen qu'on fait en 5 minutes comme on pense, parce qu'on nous donne des ordonnances FEVG, pré-chimio. Non, ce n'est pas FEVG, pré-chimio, c'est des examens qui doivent durer longtemps. On doit enregistrer les boucles, on doit pouvoir revenir, revoir les boucles en cas de suspicion de modification. Donc, c'est des examens qu'il faut vraiment faire de façon très, très, très rigoureuse. Atul, on t'a interrompu, tu voulais nous dire quelque chose? Monsieur Atul. On ne t'entend pas. Vous m'entendez? Tu as changé ta connexion, c'est tout. Donc, non, je voulais dire, en fait, il y a deux choses. C'est la technologie, elle évolue et elle va faire que les paramètres standards seront disponibles de façon automatisée, de façon reproductible, de façon valable. Mais ce que le docteur Belghiti ou le professeur Moti rappellent, c'est que ce n'est pas juste un problème de mesure, c'est un problème de réflexion. C'est-à-dire que la technique ne dépassera jamais la réflexion globale, particulièrement dans cette discipline, qui est une discipline complexe dans laquelle il va falloir interpréter, intégrer les données, confronter les données. Et le meilleur exemple, c'est le dernier topo qu'on a eu. Je pense que c'est caricatural. On fait un pas de côté, mais la balance bénéfice-risque et l'évaluation du risque hémorragique, l'intérêt de mettre en route un traitement anticoagulant, lequel, à quelle dose, le risque d'interaction médicamenteuse, la durée, le moment de l'intervention, c'est l'essence même de la discipline dont on parle, qui est l'oncocardiologie, parce que ça dépasse l'acte technique ou ça dépasse le réflexe spinal de prescrire. Il y a une vraie réflexion de fond. Donc, moi, je crois que demain, on pourra vous donner une réponse sur une fraction d'éjection, sur un strain. Vous, demain, vous êtes en droit d'exiger, parce qu'on apprend aussi, on apprend de vous comme vous apprenez de nous. Demain, vous direz, mais vous mettrez sur votre banc, vous ne mettrez pas évaluation de la fraction d'éjection, vous direz évaluation du strain, recherche d'une dysfonction diastolique, évaluation du profil transmitral, recherche des pressions de remplissage. Mais ce qu'on a entendu sur les anticoagulants, c'est assez caricatural de ce qu'est cette discipline, c'est-à-dire la complexité de la discipline. Le terrain, le risque, l'évaluation, le suivi, la bonne molécule, la bonne dose, les bonnes études. Bon, je pense que c'est assez caricatural. Alors, il y a une question pour Hasna. Que fais-tu en cas de FA, que ce soit pour la fraction d'éjection ou pour
Est-ce qu'il y a toujours la question qui fâche, là, la fibrillation atriale? Ah, par contre, la fibrillation atriale, c'est la situation vraiment problématique par excellence, hein. Donc le strain, normalement, ça ne marche pas, pour la FA, hein. Il faut pas le faire. Pour la fraction d'éjection, oui, on peut le faire, la fraction d'éjection, mais il faut faire beaucoup de mesures, moyenner et cetera. Il faut prendre les patients aussi dans des périodes, stables ou qui sont relativement ralentis, sous traitement et on peut faire la fraction d'éjection sans aucun problème. Par contre, le strain, c'est pas très recommandé, dans cette situation-là. Alors, il y a une question, tu vois, tu es le roi du pétrole, le roi de la sacubitril. Il y a une question dans le panel. Le roi du pétrole, c'est toi. Attends, tu es à Riyad. S'il y a bien un roi du pétrole, à Monaco, il n'y a pas de pétrole. La reine du pétrole. La reine du pétrole. La reine du pétrole. Pas encore. Alors, il y a une question parce que je sais que tu as ouvert une super clinique de sacubitril/valsartan. Il y a un des attendus qui pose une question sur l'utilisation de l'Entresto, enfin de sacubitril/valsartan dans l'insuffisance cardiaque ou des dysfonctions VG dues à la chimiothérapie. Oui, de façon, bon, il y a déjà des cas rapportés, des séries. De façon générale, sacubitril/valsartan, c'est du valsartan. Bon. Mais la question n'est pas anodine parce que il y a eu des papiers expérimentaux qui ont montré que l'inhibition chronique de la néprilysine, qui est l'enzyme que l'on bloque avec le sacubitril, qui est l'enzyme qui dégrade des peptides natriurétiques, mais qui dégrade d'autres peptides, l'adrénoméduline, le calcitonin gene-related peptide, il y a plein de peptides, la bradykinine, la substance P. Et en fait, quand on inhibe la dégradation de ces peptides ont un effet mitogène. Et donc, pendant longtemps, il y a eu une littérature et une réflexion, mais surtout une littérature expérimentale qui suggérait que l'inhibition chronique de la néprilysine augmentait le risque de développer des cancers. Bon, mais dans les études et dans la vraie vie, il n'y a pas de signal. Donc, on peut utiliser Entresto, sacubitril/valsartan, comme on utiliserait des ARA2, autrement dit, comme on utiliserait des bons médicaments dans l'insuffisance cardiaque, parce que cette question qu'on pose, demain, on va nous dire est-ce qu'on fait pareil avec l'inhibiteur de SGLT2, puis après demain avec l'omecamtiv, puis après demain avec le vericiguat. Il y a actuellement un arsenal thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque qui explose, mais on va dire que globalement, pour prévenir le risque de cardiotoxicité, on va traiter très précocement ces gens avec des médicaments qui sont cardioprotecteurs. Alors, je ne sais pas si Dr Hassan a des questions de son côté. Moi, j'en ai des questions qui tombent à fond la caisse. Oui. Alors, l'un des problèmes qui nous dérange un petit peu avant de démarrer un traitement, ce sont les troubles du rythme. Autant la maladie coronarienne, elle est bien monitorée par le cardiologue, mais nous, oncologues, quand on veut faire nos traitements, les troubles de rythme nous gênent beaucoup parce que ils nous font des surprises au moment des traitements, au cours de la chimiothérapie, au décours de la chimiothérapie. Et j'essaie de voir, la plupart des topos ne parlent pas beaucoup des troubles des rythmes, de la CFA. Qu'est-ce qu'elle génère comme anxiété pour le cardiologue aussi quand son patient et notre patient, c'est-à-dire notre patient commun, reçoit une chimiothérapie cardiotoxique? La question, elle est pour qui? Moi, je veux bien. Ah oui, Atoul, par exemple, oui. En fait, il y a plusieurs choses. Donc, il y a des chimiothérapies qui ont des effets arythmogènes, donc des effets arythmogènes directs et des effets arythmogènes indirects. Donc, tous les médicaments qui entraînent soit une hypertension artérielle, je pense aux anti-VEGF par exemple, ou les médicaments qui entraînent une cardiopathie, ce sont des facteurs de risque d'arythmie. Donc, ça, c'est des mécanismes indirects, d'accord? Donc, par exemple, les anti-angiogéniques sont fortement associés à l'augmentation du risque d'arythmie auriculaire. Donc, il y a un lien, parce qu'il y a un lien très fort entre l'HTA et le risque de FA. Certains médicaments sont associés davantage au risque d'arythmie ventriculaire. C'est les médicaments qui entraînent des dysfonctions ventriculaires gauche. Donc, de façon très schématique, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais les médicaments qui ont une cardiotoxicité directe ou indirecte sont plutôt pourvoyeurs parfois d'arythmie ventriculaire. D'autres, qui entraînent de l'HTA, sont plutôt pourvoyeurs d'arythmie auriculaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'environnement cancer par les troubles ioniques, et notamment les nausées, vomissements, hypokaliémie, favorise l'allongement de l'intervalle QT. Donc, c'est un autre élément que l'on va surveiller.
Troisièmement, ça a été rappelé par le dernier orateur, il y a des médicaments qui ont des effets sur les voies de métabolisation des chimiothérapies, notamment des effets sur la voie de dégradation qui est pas que, mais entre autres, le cytochrome P453-4, mais il y a aussi le 1C9, le 2D6, et on sait que ces anomalies ou ces effets peuvent potentialiser le risque d'arythmie. Et puis ensuite, il y a des médicaments qui ont des effets purs, on va dire des effets des effets arythmogènes purs ou reconnus comme tels. Donc, bon, je veux pas trop prendre de votre temps, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les troubles rythmiques ou conductifs peuvent se voir avec les chimiothérapies. Donc, il y a des risques, par exemple, de bradycardie. Alors, c'est connu avec les dérivés des sels de platine, les anthracyclines ou le cyclophosphamide. Il y a des risques de bloc auriculo-ventriculaire avec notamment les anti-VEGF, le 5FU, la mitoxantrone ou les anthracyclines. Il y a des troubles rythmiques auriculaires avec les agents alkylants notamment, mais aussi avec les dérivés des interférons ou avec les inhibiteurs de topoisomérase. Il y a le risque de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation ventriculaire, c'est les agents alkylants, mais aussi de l'arsenic, la doxorubicine, le méthotrexate, le platiclacel, mais aussi les inhibiteurs du protéasome. Et puis, il y a le risque de mort subite, qui est plutôt un risque indirect, soit par le biais des cardiopathies, donc c'est les effets de l'anthracycline, soit par l'effet spastique du 5FU, parfois les interférons, le ninotinib, qui est un accélérateur d'athérosclérose, et parfois la romidepsine. Donc, pour répondre de façon très précise, il y a des risques spécifiques. Bon, inhibiteurs de tyrosine kinase, les histones déacétyléase inhibiteurs qui entraînent plutôt des risques d'augmentation du QT, de torsade de pointe, des risques indirects liés au développement de la cardiopathie ou au développement de l'hypertension artérielle. Dans un cas, risque rythmique ventriculaire. Dans l'autre cas, risque rythmique auriculaire. Bon, j'essaie de synthétiser. Hein. Merci. Alors, on a peut-être une question qui revient souvent, c'est pour Zoubida, concernant le risque d'hémorragie pour les cancers gastro-intestinaux. Quel est ton choix préféré d'AOD pour ces patients-là? Zoubida est partie? Non, elle est avec nous. Ah, docteur Tazi, vous avez entendu la question? Je n'ai pas entendu, je me suis déconnectée en fait, j'ai eu un petit bug, si vous pouvez rappeler. Alors, la question qui revient dans les attendees, c'est quel est votre choix pour les AOD quand on a un cancer qui a besoin d'un AOD? Quel est le meilleur qui semblerait être moins, qui donne le moins de risque hémorragique intestinal? Ah bah, clairement, je ne vais pas répondre à la question. C'est vraiment le genre de question auquel on ne va pas répondre directement. Il n'y a pas un AOD qui est meilleur que l'autre. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de comparaison directe sur les différents médicaments pour dire que celui-ci il est meilleur que l'autre. Mais clairement, quand on a un cancer gastro-intestinal, on va démarrer une prise en charge sur les 3 premiers mois. Je ne vais probablement pas mettre un AOD chez ces patients. Ils vont en plus recevoir des chimiothérapies. On ne sait pas en termes d'interaction médicamenteuse qu'il en est. Sur le premier mois, franchement, je serais extrêmement prudente pour l'AOD et je mettrais plutôt une HBPM sur le premier mois. Si le premier mois se passe correctement et que la première cure de chimio, il n'y a pas eu de problème et que mes collègues onco me disent qu'on peut y aller, ça a l'air de bien se passer. Peut-être que sur cette deuxième cure, je prendrais l'initiative de me dire, OK, on va peut-être switcher. Si le patient le veut, après lui en avoir parlé, parce qu'on n'a pas parlé dans tout ça du choix du patient, il faut lui expliquer tout ça. On est en non-infériorité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité, AOD égale HPPM, hein, on est en non-infériorité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller même jusqu'à 6 mois? Parce que dans certains, bon, c'est vous l'expert, mais il me semblait que même dans ces cas de risque hémorragique accru, que ce soit les cancers urogénitaux ou digestifs, il y avait une… Ah oui, clairement. Ah, clairement, sur les 3 premiers mois, il faut être extrêmement prudent. Donc, sur le premier mois, on va demander à notre collègue où est-ce que ça en est. Est-ce que la tumeur a baissé? Où est-ce qu'on en est? Probablement, on va prolonger le traitement par HBPM sur le deuxième mois, le troisième mois, on va voir ce qu'il en est. Et surtout, être très vigilant par rapport au fait que le patient ne doit pas arrêter son traitement.
surtout être vigilant par rapport à ça. Il faut vraiment qu'ils prennent S'il ces y a- injections. s'il y a une thrombopénie sous HBPM, c'est quoi l'alternative? La thrombopénie sous HBPM, c'est pas toujours une TIH. Vous parlez de la TIH sous HBPM? Oui, oui. Ça, c'est la TIH sous HBPM, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer. Si en plus il a un cancer gastrique et qu'il fait une thrombose, on va pas du tout être bien. D'accord. Aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir par rapport au fond d'appareil Nux chez ces patients où il a l'Arixtra ou le fond d'appareil Nux a l'air d'être une petite alternative chez ces patients. Mais clairement, il faut surtout pas les mettre sous AOD, il faut surtout pas les mettre sous AVK au moment de la TIH aiguë, au moment où on est en TIH. Et il faut essayer de passer le cap de la TIH sur les 15 jours jusqu'à ce que les anticorps anti-facteur 4 plaquettaire baissent un petit peu avant de mettre en place une thérapie définitive. Plus du tout par héparine. Et effectivement, à ce moment-là, on restreint le champ d'activité. Peut-être que le fond d'appareil Nux, au début, va avoir une action ou une place avant de pouvoir switcher au bout du 3e mois à l'AOD si on peut le faire. Mais franchement, c'est vraiment des discussions quasi hebdomadaires pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux aux patients. C'est vraiment des questions hebdomadaires. Et comment va le cancer? Est-ce qu'il répond bien au cancer? Et quel est le pronostic? Et que, avant de pouvoir dire, OK, moi, je pense qu'on peut lui proposer ça. Alors, moi, je voudrais poser une dernière question rapide qui est donnée par un médecin qui pose la question, si c'est possible, réponse rapide de la part de Hasna et de Atul, votre pourcentage en pratique clinique de toxicité cardiaque avec l'échographie ou l'élévation de la troponine dans la vraie vie, quoi. Révélée par l'écho et ou par l'élévation de la troponine. Hasna, Moi, je dirais oui, vas-y. 10%, 10-15%. Donc, à chaque fois que tu reçois 100 malades qui ont un cancer, tu fais écho, tu vas découvrir 10 cas de toxicité. Ouais. Et Hasna? Oui, à peu près la même proportion, mais surtout, la chose importante à signaler, c'est que parfois, on a des patients en fait qui sont guéris de leur cancer et qu'on voit très tardivement, après 20-30 ans, et qu'on voit à l'âge de 50 ans, 60 ans, venir avec des dysfonctions VG, des cardiopathies, on a CFA, etc. C'est des patients qui ont été perdus de vue entre-temps. Donc, j'insiste aussi sur l'importance du suivi à long terme. Bien sûr que la toxicité survient surtout au cours des premières années. Je pense c'est des personnes à suivre, surtout quand ils ont eu des chimiothérapies tôt, il faut les suivre pendant vraiment très très longtemps pour pouvoir détecter précocement aussi, là aussi chez eux, des anomalies et les traiter à temps. Parce que on voit des patients qui viennent très très fatigués, très symptomatiques, alors qu'on aurait pu peut-être éviter cette dégradation si on les avait évalués dans l'intervalle. J'ai une question, si vous permettez. Là, il y a un volet thérapeutique qu'utilisent beaucoup les cancérologues, c'est l'hormonothérapie. Le cancer du sein, 80% des femmes reçoivent cette hormonothérapie et on sait que beaucoup de molécules entraînent des thromboses veineuses, mais aussi entraînent des coronaropathies, notamment les antiaromatases. Chez l'homme, le cancer le plus fréquent, qui est le cancer de la prostate, reçoit quasi systématiquement de l'hormonothérapie et on sait aussi que celle-là, elle est pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires, notamment vasculaires, avec des risques coronariens très importants, des AVC après. Et on ne fait pas d'évaluation. Enfin, moi, j'ai appris avec le temps à la faire avec mon ami le professeur Saïd Chreibi. Et on sait aujourd'hui que ces patients atteints de cancer de la prostate font des problèmes si on ne fait pas attention, si on ne prévient pas. Donc, quelle est la vision du cardiologue, du cardio-oncologue aujourd'hui face à l'hormonothérapie qui est un médicament extrêmement prescrit et qui est pourvoyeur de problèmes et cardiaques et vasculaires? Je pense que c'est des personnes aussi à surveiller de près sur le plan cardiovasculaire. Donc, il faudra surveiller parce qu'ils développent parfois des hypertensions artérielles. Il faut surveiller effectivement sur le plan coronarien puisqu'ils ont un risque. Donc, il faut évaluer le risque coronarien et leurs facteurs de risque cardiovasculaire et essayer de réduire au maximum le risque cardiovasculaire en traitant
l'ensemble des facteurs de risque, dyslipidémie, diabète, HTA, il faut tout stabiliser et il faut être vraiment à l'écoute en fonction des symptômes que ces patients vont présenter. Donc, à partir du moment où ils vont commencer à présenter des symptômes révélateurs d'une maladie coronarienne, il faut les explorer dans ce sens. Mais bon, là encore, on ne peut pas priver un patient d'un traitement, mais il faut les surveiller de près et il faut aussi contrôler ces patients sur le plan facteur de risque cardiovasculaire pour éviter les complications. Alors, moi, si le président m'autorise, j'aimerais juste… Je t'autorise tout. C'est Tu as gentil. carte blanche. Voilà, et juste deux choses. J'aimerais féliciter les trois orateurs qui vraiment, vraiment ont fait un super travail. Le sujet est passionnant. J'ai reçu énormément de questions sur une thématique qui est thrombose, Covid. Je pense que ça mériterait vraiment que le président pense à une autre session sur Covid et thrombose et toxicité, vraiment. Il est 11h45 à Riyad. Je ne peux pas vous cacher que je meurs de sommeil. Donc, je ne sais pas si le président m'autorise à vous quitter, même si vraiment, vraiment, je suis passionnée par le sujet. Et je crois que Atul aussi, il doit partir aux États-Unis virtuellement dans 5 minutes. Absolument. Je crois qu'on va conclure de toutes les manières, Dania. C'était très, très passionnant. C'était une session juste magnifique, encore une fois, avec des orateurs vraiment de haute voltige. Le professeur Atul Pata qui nous a vraiment, moi personnellement, tu m'as impressionné avec ta réponse sur les arythmies. Je te le dis devant tout le monde. Merci, un grand merci à Atul. Merci Hasna, tu étais vraiment brillante, un topo comme on aime écouter avec des messages très clairs et très simples. Tu as vraiment ciblé ton discours. Zoubida, comme à l'accoutumée, un topo magnifique, très détaillé, très précis sur la maladie thromboembolique et cancer, avec des messages aussi très clairs. Bravo à tous nos orateurs. Merci beaucoup, Dania. Dania, vraiment, tu nous excuses parce que je n'ai pas pris ça en considération. Il est minuit chez toi. Tu passes le grand bonjour à Najmuddin et c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est Hassan. C'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Tu as posé les bonnes questions. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste avant de terminer remercier tous les cardiologues qui sont restés avec nous jusqu'à présent. Ils sont nombreux. Remercier au nom des membres du comité, tous les orateurs, les modérateurs, les laboratoires Pfizer. Je voudrais rappeler que la SMC organise le 1er décembre un webinaire sur les AOD encore une fois, avec des orateurs de renom encore une fois. L'AMCAR organise le 10 décembre, c'est-à-dire dans 15 jours, les ateliers des cardiopathies congénitales avec le professeur Damien Bonnet sur des cas cliniques très intéressants. Et n'oubliez pas le rendez-vous prochain, le plus important, qui est le rendez-vous du printemps de cardiologie de nos amis de Marrakech, les 17, 18, 19 décembre. Soyez nombreux à vous inscrire à ce congrès qui a l'air d'être très intéressant. Encore une fois, un grand merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.